Il est 9h à Paris, merci de nous rejoindre sur Paris Direct. Les titres de l'actualité internationale ce matin. Mohamed Morsi est à nouveau devant la justice et les caméras. C'est la deuxième fois depuis sa destitution en juillet. Voici l'image qui nous arrive en direct du Caire de l'académie de police où il sera jugé. L'ancien président islamiste est accusé d'incitation au meurtre de manifestants durant sa présidence. Ses partisans sont appelés à se mobiliser. Il n'y aura pas de renfort français en Centrafrique. La France n'a pas vocation à se substituer aux Africains, selon Laurent Fabius. Sur place, les troupes françaises continuent le processus de désarmement, alors que l'aide commence enfin à parvenir aux réfugiés de l'aéroport de Bangui. Reportage dans ce journal de nos envoyés spéciaux sur place. Et en Irak, l'assaut gouvernemental sur Falloujah n'aura pas lieu tout de suite. Bagdad dit vouloir épargner les civils de cette ville désormais contrôlée par les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. Hier, 25 insurgés ont été tués à Ramadi. À suivre également dans cette tranche d'information, cette bonne nouvelle pour les victimes de Bernard Madoff. JP Morgan va leur verser une amende de 1,9 milliard d'euros. Et dans le focus, nous irons à Rio. 1 an et demi après la fermeture de la plus grande décharge d'Amérique du Sud, nous verrons ce que sont devenus les milliers de chiffonniers qui grappillaient une existence. Si le site ne peut plus choquer, qu'en est-il de l'extrême pauvreté qu'il symbolisait ? Et tout d'abord, notre premier titre ce matin, Mohamed Morsi est arrivé à l'académie de police du Caire. C'est sa deuxième comparution devant le tribunal, sa deuxième apparition aussi devant les caméras depuis sa destitution en juillet. Voyez cette image qui nous provient en direct du Caire, de cette académie de police à l'intérieur de laquelle il se trouve. L'ancien président égyptien encourt la peine capitale pour la mort de manifestants lorsqu'il était chef d'État. Lui dénonce un procès politique, tout comme ses partisans, qui restent nombreux en Égypte malgré la répression à laquelle ils font face. Correspondance de Pierrick Laurent au Caire. Une atmosphère beaucoup plus tendue d'ailleurs que lors de la première audience, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, il y a cette décision fin décembre des autorités de transition de placer les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes, et cela a provoqué de grandes manifestations ces 2 dernières semaines, notamment au Caire où il y a eu plusieurs morts vendredi dernier. Il y a aussi le fait que nous sommes à 1 semaine d'une étape cruciale dans le processus de transition. Le référendum sur la Constitution qui doit s'ouvrir mardi prochain, qui se déroulera mardi et mercredi prochain partout en Égypte, ce référendum que les frères musulmans ont appelé à boycotter. Et puis enfin, il y a le fait que la justice égyptienne a lancé de nouvelles charge contre Mohamed Morsi. 2 autres procès doivent s'ouvrir dans les prochains mois. Un pour espionnage de la part du président Morsi, du président déchu, et puis l'autre pour son évasion de prison lors de la révolution de 2011. Ce procès d'ailleurs doit démarrer dès le 28 janvier ici au Caire. La France n'enverra pas de renfort en République centrafricaine. Ses engagements seront respectés en évitant l'engrenage. Les paroles du ministre des Affaires étrangères dans un entretien publié dans la presse française ce matin. Sur place, les troupes françaises cherchent toujours à rétablir le calme. On tente maintenant de désarmer les milices chrétiennes. Après avoir désarmé les ex-rebelles musulmans de la Séléka, la situation humanitaire reste inquiétante. Selon l'ONU, la moitié de la population de la capitale centrafricaine est aujourd'hui déplacée. Hier, du ravitaillement a enfin pu être distribué à une partie des 100 000 personnes réfugiées près de l'aéroport de Bangui. Nos envoyés spéciaux étaient sur place. On est tranquille, allez. Ils attendent depuis des heures sous un soleil de plomb. Sécurité renforcée. Ces déplacés de Bangui se préparent à recevoir l'aide alimentaire attendue depuis des semaines. Un peu de riz, de l'huile et le minimum pour l'hygiène. J'ai eu à passer 1 mois sous la pluie, 2 fois la pluie, et puis aujourd'hui, on nous sert quand même, nous dormons seulement sous les arbres là, sans manger quoi. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes quand même un peu soulagés. Sinon, la situation est difficile. Une situation difficile, d'autant qu'aujourd'hui, à peine 1/10 de la population du camp sera servie.
On a écouté à la radio l'Union européenne et les Nations Unies ont financé pour les nourritures et vivres. Mais on n'a rien eu jusqu'à alors. Est-ce que c'est bon? Une frustration insoutenable. Qui, comme presque chaque fois, se traduit en violence. On est de la sécurité. On est de la sécurité. De la sécurité, là, pour l'instant, vu le bordel. On a dû interrompre à plusieurs reprises l'assistance parce qu'il y avait un peu de violence, il y avait une insécurité. Et maintenant, on a dû évacuer les gens qui étaient sur ce site. Le site va maintenant être utilisé uniquement pour les distributions. 100 000 déplacés dans ce qui passe pour un camp de réfugiés, mais qui n'est en fait qu'un vaste terrain vague. Un problème insoluble pour les ONG qui se heurtent quotidiennement à l'insécurité. Au Soudan du Sud, les combats se poursuivent malgré le début des pourparlers dans la capitale éthiopienne. Hier, les forces pro-gouvernementales ont continué leur avancée sur la ville stratégique de Bor, dans l'état de Jonglei. D'autres affrontements entre les partisans de Salva Kiir, le président, et ceux de l'ancien vice-président Riek Machar ont aussi été signalés dans l'état pétrolier d'Unité. En même temps, les pourparlers de paix ont enfin pu commencer à Addis Abeba, avec du retard et sans pour l'heure beaucoup d'avancées. L'assaut sur Falloujah ne se fera pas dans l'immédiat, selon Bagdad. Le ministre de la Défense irakienne a annoncé hier vouloir épargner les civils de la ville, contrôlée depuis plusieurs jours maintenant par les combattants de l'État islamique en Irak et au Levant. Hier, pourtant, l'armée de l'Irak irakienne a mené une frappe contre des djihadistes à Ramadi. 25 d'entre eux ont été tués. En tout, les autorités font état de plus de 230 morts depuis vendredi autour des deux villes. Les explications de Nabia Makloufi. Sur ces images du ministère de la Défense, les hélicoptères de l'armée de l'air bombardent Ramadi. La cible, un repère de djihadistes. Ces derniers jours, des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, une branche d'Al-Qaïda, ont pris le contrôle d'une partie de la ville. Au cœur de cette bataille, la province d'Al-Anbar dans l'ouest du pays. Falloujah, une autre grande ville de cette région, est désormais contrôlée par la mouvance islamiste. L'offensive prévue par l'armée n'aura pas lieu dans l'immédiat afin d'épargner les civils. Washington, qui a promis une assistance matérielle au gouvernement irakien, a annoncé la livraison rapide de missiles et de drones de surveillance, mais exclut toute intervention directe dans cette crise. Il n'est pas question d'envoyer des troupes sur le terrain. Il est temps pour eux de voir comment gérer ça seuls. Attendons de voir ce qui se passe, de voir s'il est indispensable d'envoyer des hommes pour la sécurité de notre pays. Mais je crois que notre rôle, pour le moment, est de les laisser régler ce problème seuls. Pour l'heure, l'armée n'est pas parvenue à entrer dans les zones contrôlées par l'État islamique en Irak et au Levant. De l'autre côté de la frontière en Syrie, ce même groupe, l'État islamique en Irak et au Levant, a promis hier d'anéantir les rebelles contre lesquels il se bat dans le nord du pays. Des combats fratricides qui ont fait au moins 274 morts depuis vendredi. Pour le porte-parole du groupe, il s'agit d'une guerre qui lui a été déclarée par la coalition nationale syrienne. Hier, Al-Nosra, qui se bat contre le groupe, avait appelé à un cessez-le-feu. Toujours en Syrie, des agents chimiques ont été retirés de deux sites et chargés sur un navire pour la mission conjointe ONU, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Il s'agit de la première quantité d'agents chimiques de première importance à avoir été retirés du pays. La mission conjointe doit avoir terminé son travail en détruisant la totalité de l'arsenal syrien avant le 30 juin. Le reste de l'actualité internationale maintenant en bref et en images. Les purges se poursuivent en Turquie. Les préfets de 16 provinces ont été limogés ce matin. Les dernières victimes des efforts du gouvernement islamo-conservateur d'épurer la police des éléments fidèles à la confrérie religieuse de Fethullah Gülen. Après une vaste enquête de corruption qui a éclaboussé l'entourage du Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan avait accusé la confrérie d'avoir comploté pour le déstabiliser, d'avoir provoqué une crise politique grave. Troisième jour de manifestation hier à Tel Aviv. Des milliers de demandeurs d'asile africains s'y sont rassemblés pour manifester contre la politique israélienne d'immigration. Les manifestants, principalement originaires du Soudan et de l'Érythrée, dénoncent le refus des autorités d'examiner leurs demandes, ainsi que le placement en rétention de centaines d'entre eux.
Et un hélicoptère de l'armée de l'air américaine s'est écrasé dans la nuit dans l'est de l'Angleterre. Les 4 membres de l'équipage ont été tués dans l'accident près de Salthouse dans le Norfolk. La Grande-Bretagne est bien sûr actuellement soumise à des vents violents et à de fortes pluies. Les persécutions contre les chrétiens dans le monde ont augmenté en 2013. C'est ce qu'annonce l'association Porte Ouverte France qui publie chaque année le classement annuel des 50 pays les plus affectés par le problème. Dans 36 des 50 pays recensés, c'est l'islamisme qui est largement responsable de ces persécutions. Le directeur de l'association, Michel Varton, est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, vous mesurez tous ces ans l'état donc, des persécutions contre les chrétiens. Comment mesurez-vous, comment qualifiez-vous ces persécutions ? Alors, Portes Ouvertes, c'est une association internationale. Nous sommes actifs dans 60 pays autour du monde. Et le travail se fait sur le terrain. D'abord, nos équipes qui sont soit dans les pays ou dans les pays voisinants. Et avec une enquête, on veut étudier la situation dans le pays. Et on va regarder différents aspects. Donc, on va regarder la vie personnelle. Est-ce que la personne a le droit de croire elle-même en Dieu, la liberté individuelle de pratiquer sa religion. On va regarder le domaine de la famille, on va regarder la communauté. L'Église, est-ce que l'Église peut vivre librement? Est-ce qu'on peut pratiquer sa foi en dehors des 4 murs de l'Église le dimanche matin? Et puis, on va regarder la loi, la constitution du pays. Alors, quels sont donc en 2013 les pays où il fait le moins bon vivre pour les chrétiens? Alors, le premier pays, depuis maintenant 12 ans, c'est la Corée du Nord. C'est le numéro 1 sur notre échelle de persécution. Et en Corée du Nord, simplement de croire que Dieu existe peut vous coûter votre vie. Vous êtes envoyé dans un camp politique et vous allez finir votre vie dans le camp. Et quels sont les grands changements en 2013 par rapport aux années précédentes? Alors, la première chose, je pense que vous l'avez dit, c'est que la persécution générale a augmenté. Et quand on regarde les scores, si vous voulez, sur tous les pays, dans la liste de 50, il y a 30 pays où la situation s'est aggravée. Seulement 4 pays où ça va mieux. Donc, en général, la situation pour l'Église est plus difficile. Et puis, il y a deux pôles de soucis, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Donc, il y a bien entendu les pays frappés de crise. Je pense par exemple à la Centrafrique, l'Égypte aussi ces dernières années. Mais les pays les plus compliqués sont aussi, en général, les États défaillants. Oui. Alors, c'est un constat que dans les pays qui sont des pays défaillants, l'Église est encore plus fragilisée qu'ailleurs. Et je pense qu'on dit que la liberté de religion, c'est un des premiers droits fondamentaux, que quand ça part, tous les autres droits vont partir très vite. Et c'est ce qu'on voit dans ces pays en faillite, que dès que ça accompagne la situation dans les pays. Et alors vous citez dans votre rapport le problème de la montée de l'islamisme dans 36 des pays étudiés sur les 50. Ça serait donc cette montée qui serait responsable de la montée de la persécution des chrétiens. Voilà, donc il y a plusieurs moteurs derrière la persécution, dont un, c'est l'intégrisme islamique, et c'est peut-être un des facteurs les plus importants aujourd'hui. 36 pays sur les 50 qu'on a mis dans l'index, ça c'est le facteur essentiel de la persécution. Mais il y en a d'autres aussi. Et donc on parle de quel pays notamment? Alors, si on prend simplement les 10 premiers, donc le premier pays c'est la Corée du Nord, après il y a la Somalie, il y a la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan, le Pakistan. Donc, dans tous ces pays, le facteur essentiel, c'est l'islamisme. Mais il y a aussi les Maldives, qui est 8e sur notre liste, et il n'y a pas de groupe extrémiste aux Maldives. Mais la Constitution ne permet pas qu'un Maldivien puisse être chrétien. Si vous décidez de changer de religion, de devenir chrétien, vous perdez votre citoyenneté. Vous n'êtes plus citoyen du pays. Et donc, votre association, tous les ans, fait ce rapport, publie ce rapport, l'intérêt étant qu'en tirant les sonnettes d'alarme, quelque chose pourra être fait. Oui, nous, on veut d'abord avertir l'opinion. C'est essentiel que d'abord l'Église sache ce qui se passe pour leurs frères et sœurs dans d'autres pays. Et Portes Ouvertes existe d'abord pour informer
les églises, mais c'est aussi une façon d'informer l'opinion. Et pour nous, à Portes Ouvertes, ça nous aide à diriger notre action sur le terrain vers les pays où l'Église est le plus persécutée. Michel Varton, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Il est 9h passées de 15 minutes à Paris, l'heure du rappel des titres. Mohamed Morsi est à nouveau devant la justice et les caméras. C'est la deuxième fois depuis sa destitution en juillet. L'ancien président islamiste est accusé d'incitation au meurtre de manifestants durant sa présidence. Ses partisans sont appelés à se mobiliser. Il n'y aura pas de renfort français en Centrafrique. La France n'a pas vocation à se substituer aux Africains, selon Laurent Fabius. Sur place, les troupes continuent le processus de désarmement alors que